Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcast des entrevues avec une fiche qui sortent chaque semaine, tous les lundis, tous les jeudis à 18h, heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une demi-heure, une heure, beaucoup plus souvent une heure, avec notre amie Iliana ici présente. Bonjour Iliana, comment ça va bien? Bonjour, bonjour. Eh bien, ça va tout bien, comme d'habitude. Merci. Et vous-même? Eh ben, ça va pas trop mal, merci. En votre compagnie, ça va toujours bien, je vous l'ai déjà dit. Je suis flatteur, oui, je sais. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Ah là là. Eh ben voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette 27e entrevue. Nous sommes jeudi et nous abordons donc une série de questions, comme d'habitude, posées par nos fidèles auditeurs, fidèles et nouveaux d'ailleurs. Alors j'ai sélectionné que 3 intervenants aujourd'hui parce que les questions sont longues et il y a une fois sur deux questions par formulaire. Donc là, pour éviter qu'on fasse 1h30, je me suis contenté de 3 intervenants aujourd'hui. Je pense que ça suffira. On n'aura pas de problème à combler le temps qui nous est imparti, de le dépasser joyeusement, comme d'habitude. Ah, je vois que vous êtes fait à l'idée pour finir. Vous ne craignez plus qu'on vous pende par les pieds en place publique. Je trouvais cette idée fantasque quand même. Oh oui, hein, vous savez, on ne sait jamais. Hein. Allez, on va y aller tout de suite, comme ça, on conserve le maximum de temps pour vos réponses. Donc, eh bien, première question de la part de Pierre, avec un Y, qui nous a déjà écrit d'ailleurs, qui nous dit ceci. Bonjour, en consultant votre site, donc je suppose que c'est le site de la Prakanda Senamuka, nous relevons cette réflexion. Le monde est au bord du gouffre, préparez-vous-y pour votre sauvegarde et celle de vos proches, constituez des réserves alimentaires tant que vous le pouvez encore. Fin de citation. Nous entendons également les termes suivants: effondrement global, basculement, soit des informations anxiogènes. Que voulez-vous dire? Va-t-on vers un chaos total livré à l'anarchie? Allons-nous devoir nous battre pour préserver nos besoins vitaux? Qu'en sera-t-il à la fin de votre décompte? Ah, oui, effectivement. Hein. Alors, puisque ça concerne votre site internet, celui de la Prakanda Senamuka, expliquez-nous tout, Iliana. Bon, alors, en tout premier lieu, anxiogène, je suis pas tout à fait d'accord. Mais enfin, je peux admettre que ce ne soit pas forcément quelque chose de, l'expression la plus réjouissante, hein, mais, probablement, enfin, je pense, j'espère, probablement moins anxiogène que le monde duquel vous sortez. La seule différence, c'est que le monde duquel vous sortez, vous en avez l'habitude. Hein, vous avez vécu en enfer toute votre vie, donc vous connaissez plus ou moins ces règles de surface, vous savez comment plus ou moins y survivre. Bon, à la limite, quand on vit perpétuellement dans ce qu'on connaît, ben, ça rassure un petit peu. Là, ce qui est anxiogène, en l'occurrence, enfin, c'est comme ça que je le perçois, je peux me tromper, hein, vous me corrigerez s'il le faut. Ce qui est anxiogène, en fait, c'est que nous annonçons le fait que énormément de choses vont changer. Et le changement, même s'il est pour un mieux, il n'est jamais agréable parce qu'on ne sait plus trop sur quel pied danser. Il va falloir se réadapter entièrement. Et c'est ce qui est problématique. Alors, effectivement, le monde est au bord du gouffre. Ça, je pense que il n'y a pas besoin d'aller lire notre site pour s'en rendre compte. C'était déjà le cas avant. Là, maintenant, tous les repères volent en éclats. Donc, le gouffre, il est déjà là. Hein. On est déjà tous au bord, hein, de toute manière. Hein. Donc, il faut effectivement mieux s'y préparer, puisque si on fait semblant qu'il n'existe pas, on risque de se trouver quand même fort dépourvu si le pied manque de déraper. Hein. Donc, s'y préparer pour votre sauvegarde et celle de vos proches, c'est quand même essentiel. Il faut rester attentif, rester vigilant. Donc, quand on sent que les choses commencent à tourner bizarre, il faut quand même assurer ses arrières, être peut-être moins expansif, être plus dans la retenue et consolider ses bases, hein, tout simplement.
Donc constituer des réserves alimentaires tant que vous le pouvez encore, effectivement, parce que bon, je l'ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer la question. Il y a énormément de réserves alimentaires au monde qui ont été détruites. Alors par les caprices de la météo, notamment, des incendies, des déluges considérables, mais du fait de l'ennemi aussi qui en a détruit en espérant monter les prix au maximum et créer une sélection entre les gens qui pourront manger et ceux qui ne pourront pas et qui mourront de faim. Charmant comme à son habitude, évidemment. Là, il n'y a rien de tellement nouveau à ce niveau-là. Ceci dit, les réserves alimentaires, ça fait longtemps qu'on en parle. Avant que on prenne un peu la main sur les sites de l'Archimagistère, il en était déjà question, notamment dans le blog. Ça fait quand même une paire d'années qu'on en parle, mais ça fait une paire d'années aussi que on est sur la tangente. Hein, ce monde, on sait pas trop dans quel sens il va basculer. Bon, maintenant on a quand même des repères, d'excellents repères par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais il n'empêche que nous ne maîtrisons pas chaque micro-élément de l'organisation sociétale planétaire et on ne sait pas comment vont réagir l'ensemble des éléments qui interviennent dans l'industrialisation de l'alimentation et de la distribution alimentaire. Que ce soit les transports pour les produits frais ou manufacturés, que ce soit le sort des petits ou moyens producteurs, que ce soit les conditions dans lesquelles les grossistes, demi-grossistes vont pouvoir intervenir, continuer à intervenir, et enfin voilà, il y a tellement de paramètres en jeu que il vaut mieux toujours encore rester prudent. Et les réserves alimentaires, on était les premiers à en parler. Mais l'Allemagne a lancé des alertes à sa population il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, en disant attention, faites des réserves alimentaires parce qu'on ne sait pas trop. Bon, alors quand un politicien le dit, c'est très sérieux. Quand nous on le dit, c'est la rigolade. Hein. Alors il y a des gens qui en ont fait, qui nous ont écoutés, et puis 6 mois après, il s'était rien passé, on liquide tout. Tant mieux pour eux. Hein. Ils n'ont peut-être pas eu à en souffrir, c'est tant mieux. Mais disons que c'est pas tellement prudent de le prendre comme ça. Bon, enfin après chacun fait ce qu'il veut. Donc l'alerte, évidemment, qu'on dit attention, il y a quand même un risque qui est là, qui se présente, il y a quand même danger relatif, on est dans une position instable, ce n'est pas destiné à faire peur, c'est destiné à alerter les gens en disant attention, on est dans une situation instable, vous pouvez le constater à certains égards, on vous dit que on peut confirmer cette impression parce que vu qu'on a vu un peu sur tout, on se rend compte que c'est pas évident. Non, on risque rien, hein. Si on n'a pas à manger pendant 6 mois, ça fera pas la différence, hein. Mais l'être humain, lui, il est quand même soumis à des besoins qui sont fondamentaux et ce serait quand même bête de se laisser damer le pion par un coup du sort alors qu'on avait prévenu autant qu'on a pu. Bon, pas que par les moyens d'internet, des choses comme ça, hein. Il y a, comme j'ai toujours dit, hein, il y a des choses qui sont entreprises de notre part un peu partout, de manière différente. Bon, là, en l'occurrence, on rejoint le discours de l'Archimagistère à la base qui appelait à la nécessité de faire des réserves alimentaires, de biens, de premiers secours, d'énergie éventuellement, enfin piles, essence, etc. On ne sait jamais. Si jamais on n'a pas besoin, tant mieux. Tant mieux. Par contre, si on ne fait rien et qu'on en a besoin, tant pis. Voyez. Donc c'est pas notre discours qui est anxiogène, c'est la situation qui est potentiellement susceptible de le devenir. Et pour éviter d'être confronté, ça, on appelle à la vigilance. Alors si l'anxiété relative qui découle de nos mises en garde peuvent être stimulantes et inciter à préparer ses fosses, éventuellement, tant mieux.
Donc voilà, ce que nous voulons dire, c'est ça, il y a un risque potentiel qui est quand même relativement énorme. Alors là, on ne parle pas que de la situation géopolitique, on parle de la situation cosmique aussi. La Terre circule dans une zone au niveau galactique qui est, enfin interstellaire, qui est quand même relativement malsaine, très encombrée. Des influences extérieures sont relativement considérables. Le Soleil reprend une forte activité après ces 11 ans de cycle d'activité basse. Bon, parfois il frappe fort. Il a une marge de manœuvre quand même très fine. Mais bon, voilà. Alors disons que l'un et l'autre, sur l'ensemble de toute la situation, est susceptible de générer, eh bien, des conséquences, résultats d'effets croisés qui sont difficilement prévisibles et sur lesquels on ne peut pas forcément systématiquement informer en temps réel, hein, loin de là. Donc eh bien, on appelle à la vigilance. Faites attention. Hein. C'est pour ça qu'on ne s'est jamais prononcé contre les politiques a priori complètement débiles visant au confinement. Parce que si le coronavirus n'est pas un risque, ce n'est absolument pas un danger, il y en a d'autres desquels vous serez susceptible d'être protégé grâce à ce confinement relatif, plus ou moins. Donc voilà, on essaie de jouer un peu sur tous les tableaux de manière à éviter les problèmes à un maximum de gens, dans la mesure de nos moyens pour l'instant. Alors, va-t-on vers un chaos total livré à l'anarchie? Non, évidemment non. Mais des bouleversements majeurs peuvent intervenir et ça pourrait se révéler compliqué de les vivre au quotidien. Je rappelle qu'il existe un pourcentage de chance relativement très élevé que la Terre finisse par être soumise à des conditions qui lui fassent changer son sens de rotation, ce qui va impliquer un arrêt de la rotation et un redémarrage dans l'autre sens. Ça se passera pas comme la douceur d'une nuit de printemps. Hein. Forcément, ça va créer des remous. Donc, là aussi, il faut essayer de parer à l'inconnu. Je sais bien que c'est difficile, mais à partir du moment où vous êtes dans une logique ce qui est devenu très à la mode ces dernières années, le survivialisme, sans aller trop loin non plus, mais disons avec un minimum d'efforts focalisés sur la préservation de soi et de sa famille, ça peut être pas mal quand même, hein, compte tenu de circonstances. Alors peut-être qu'il ne se passera rien, c'est aussi une possibilité, qu'il ne se passe absolument rien finalement et que les choses se passent en douceur. Encore une fois, j'espère que vous n'en serez pas trop déçus. Mais en revanche, si ce n'est pas le cas, vous risquerez d'être extrêmement déçus de ne pas avoir pris les mesures visant à vous prémunir d'un risque trop grand de vous trouver dépourvu face à une pénurie alimentaire ou une pénurie énergétique par exemple, ou un système qui mette le système commercial à l'arrêt et qui donc stoppe les distributions de biens et services, obligatoirement. Alors, vous battre pour préserver vos besoins vitaux, non, a priori non, ça on n'en arrivera pas là. C'est vraiment dans l'ordre naturel des choses naturelles. On n'ira pas tellement plus loin que ça aujourd'hui, on est quasi certaine. Donc, quand sera-t-il à la fin de votre décompte? Eh bien, quand le décompte arrivera à 0, il y a deux possibilités. Soit il y a 0,0001% de chance que l'on échoue. Et à ce moment-là, et encore, non, même pas. Même pas finalement. Non, soit l'humanité ouvrira son champ de réalité sur le nouveau paradigme avec aisance, soit elle l'ouvrira avec difficulté. Mais de toute façon, le nouveau paradigme sera au rendez-vous.
Voilà. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, à partir de 2022, on ne pourra plus aller plus loin. Ce sera trop tard. Si on n'a pas effectué les prérequis absolument indispensables avant ce décompte, après ce ne sera plus possible. C'est fermeture de toutes les fenêtres et le champ du possible s'évanouit. Là, c'est comme se retrouver enfermé dans une maison qui prend feu. La porte devant vous se ferme et vous êtes coincé dedans et c'est terminé. Une fois que, si vous arrivez à en sortir, alors la maison peut s'effondrer et vous êtes sain et sauf. Eh ben, c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est un peu l'enjeu, quelque part. Avec une marge tellement infime de risque d'échec que les probabilités mathématiques diraient que c'est impossible d'échouer. Donc, toutes les chances s'ouvrent, et il y a tellement de monde focalisé sur les conditions de ce succès que je ne vois pas comment il serait possible que l'on échoue. Donc, ne vous en faites pas, tout va bien se passer. Mais, vigilance requise, toujours, en tout état de cause. Et ben voilà, ça c'est la réponse complète, hein, pour le coup. Donc Pierre pose une deuxième question. Si pénurie alimentaire est bien de première nécessité il y aura, peut-on mesurer cette situation en termes de jours, de semaines ou de mois ? Donc s'il se pose ce problème, combien de temps ce problème va durer ? C'est ça. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Ça, c'est quand même extrêmement difficile à déterminer. Si, admettons, quelque chose se produit, une décharge électromagnétique qui fait sauter tous les systèmes électriques, combien de temps va-t-il falloir aux professionnels en rapport, s'ils sont valides, pour rétablir, c'est quasi impossible. Je pense pas que ça dure de toute façon très longtemps. Ce n'est pas le but du tout. Il ne faut pas que l'humanité perde pied par rapport à son ancrage dans l'énergie de la civilisation. Il ne faut pas qu'il retourne à l'âge de pierre quelque part, ou même momentanément. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc nous agirons en fonction, de manière à ce que ce soit le plus court possible. Il y a des catastrophes naturelles, il y a parfois des chutes de neige énormes qui coupent l'électricité, il y a des villages ou des villes qui restent parfois des semaines sans électricité, c'est aberrant, ça, il y aurait moyen de faire autrement. Donc de toute façon, ça et là, l'humanité aura connu pire, de toute manière, hein. Parce que, tout simplement, quoi qu'il arrive, on tâchera de le gérer de la manière la plus rationnelle et la plus rapide possible. Donc, je sais pas, si ça dure vraiment 3 semaines, ce sera le bout du monde. Mais là, je réponds vraiment au pif, hein. Je sais pas, c'est très difficile à déterminer, parce qu'il peut se passer tellement de choses, avec tellement de variantes possibles, que on peut pas dégager une moyenne de ça. Mais, je suis absolument certaine que quoi qu'il arrive, ça ne durera pas plus de 3 semaines. Je sais pas pourquoi, ça me semble, ça par contre, oui, c'est que ce soit supérieur à 3 semaines et hors du champ du possible actuel. Et ce champ de possibilités est quand même relativement stable maintenant. Donc, voilà. Ce sera pas très long, hein. Ce sera pas très long. Ça ne durera pas des mois et des mois. C'est hors de question. On ne le permettra pas de toute manière. On s'organisera de manière à ce que ça n'arrive pas, d'une manière ou d'une autre. Et ben voilà, j'espère que notre ami Pierre sera un peu rassuré tout de même. Par contre, je trouve que vous acquérez beaucoup d'assurance, Iliana, dans votre manière de parler, de présenter les choses et tout. Ah oui, vous trouvez ? Oh, c'est gentil. Je ne sais pas, oui peut-être, effectivement. J'ai réécouté des enregistrements beaucoup plus anciens, les tout premiers. Vous et moi avions un débit de parole beaucoup plus lent, curieusement. Ça doit être le fait de l'habitude, je suppose. Ça fait un moment maintenant, hein, qu'on est dessus, le 27e, hein, ça fait 13 semaines. C'est beaucoup. Oui, vous avez sans doute raison, ce serait logique. Bon allez, on perd pas de temps, on passe à une question suivante, donc posée par Carmen de Namur. Eh bien, on salue Carmen et on salue les Namurois. Alors, la question, j'espère qu'on appelle les habitants de Namur les Namurois. Enfin, les gens de Namur, nous les saluons. Voilà, nos amis belges.
Alors, première question de Carmen. Cosmologie, 2 points. Serait-il envisageable que l'intelligence artificielle qui est dans la matrice lunaire nous fasse voir des choses qui n'en sont pas sur Terre? Comme par exemple que la Terre n'est pas sphérique mais plutôt plate avec un dôme. Donc, la Terre est-elle ronde avec un noyau ou plate entourée de glace? Question importante et sérieuse pour moi, même si elle prête à sourire pour certains. Grand merci si ces informations peuvent être divulguées ou j'ai peut-être faux sur toute la ligne. À vous de me le dire respectueusement, Elialana. Eh ben voilà. Alors, intelligence artificielle, lune, platiste, pas platiste, on en est où? Alors en premier lieu, la matrice lunaire, je ne sais pas d'où ça vient ça, mais il n'y a pas de matrice lunaire en l'occurrence. Ah, il y a plein de choses à la Lune. La Lune est creuse, c'est quelque chose d'artificiel à la base, hein, ça c'est certain. Hein. On est beaucoup intervenu là où il y avait quasiment une usine de clones. C'était hallucinant. Enfin tout a été détruit, ravagé en temps et en heure. Mais une matrice, non, la matrice mentale. Il y a suffisamment largement de matrices mentales sur Terre sans avoir besoin d'en avoir une sur la Lune. Alors, non, le problème est différent. En fait, alors on demande est-ce que la Terre est plate finalement ou est-ce qu'elle est ronde? Eh bien, ça c'est une très bonne question. En l'occurrence, non, la Terre n'est pas plate. Absolument pas. Ça, c'est une idée. Je dirais que c'est une idée religieuse, parce que si on creuse un peu l'argument, eh bien, au-dessus du dôme dont vous parlez, il serait susceptible de couvrir cette terre plate. Il y a le royaume de Dieu, et sous la terre, sous ce plateau, il y a les enfers. Et ça, c'est une idée. En fait, on n'en parle jamais quand on parle de théorie de la Terre plate, mais en fait, c'est ce qui sous-tend cette théorie, et elle vient des baptistes américains. Ce sont eux qui ont lancé ça. Ils sont extrêmement serviles quant à l'ennemi. Donc l'ennemi leur a demandé de lancer cette idée-là, et ça s'est répandu, comme toutes les idées de l'ennemi, comme une traînée de poudre, et a rencontré un franc succès. Ceci étant, non, évidemment, la Terre n'est absolument pas plate. Sinon, ça voudrait dire que... enfin bon, je vais pas entrer dans les détails. C'est vrai qu'on pourrait faire un très long développement de ces histoires-là. Non, non. Mais la Terre n'est pas ronde non plus. C'est là que ça coince, pour le coup. Non, la Terre n'est pas ronde, en fait. Enfin, disons que... elle est plus ronde que plate. Mais la Terre n'est pas ronde. Si on prend une photo de l'espace, on perçoit la rotondité de la Terre. Mais la Terre est beaucoup plus vaste qu'on dit qu'elle l'est. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on atteint une certaine altitude, on serait susceptible de pouvoir, si elle était aussi ronde qu'on le prétend, la voir, eh bien, voir apparaître une rotondité de sa forme. Et en fait, elle n'apparaît pas. Donc, non, la Terre n'est pas ronde non plus. Une planète est un concept très particulier qui est résumé par la conscience mentale collective comme appartenant à une catégorisation bien précise au niveau cosmologique, effectivement. Mais ça correspond, disons que cette idée est liée à un modèle qui n'existe pas. Un jour, les gens ont tous cru, dans les temps anciens, que la Terre était plate, jusqu'à ce qu'intervienne une autre conception qui fasse abandonner la première. Ah, mais la Terre est ronde. Ah, bon, à la limite, c'est quand même relativement facile à vérifier, quelque part, avec une certaine instrumentation et une certaine pensée particulière. Et un jour viendra où on apportera la preuve sur des bases complètement différentes, et bien que la Terre n'est pas ronde non plus. La Terre est un univers en soi dont la forme est déterminée par l'idée qu'on se fait d'elle, comme beaucoup d'autres choses. Il est vrai que si les scientifiques classiques,
montent un ensemble d'expériences pour prouver que la Terre est bien ronde, eh bien évidemment, ils y arriveront. Maintenant, si des gens à formation scientifique sont intimement convaincus que la Terre est effectivement plate et qu'ils montent une série d'expériences tendant à le prouver, eh bien ils y arriveront aussi. D'ailleurs, des expériences ont été menées qui tendent à prouver de manière irréfutable qu'elle est plate. Parce que les gens qui l'ont montée le croyaient absolument dur comme fer. Oh bien, mais on peut pas, les lois physiques ne se plient pas à l'idée qu'on se fait d'elle. Eh bien, en fait, si, précisément, et de plus en plus, avec l'entrée dans le nouveau paradigme, la relativité, pas celle mise en évidence par Einstein, mais la relativité globale de l'univers, des fondements des lois physiques estimées immuables, eh bien, sera nettement remise en question, dans la mesure où le champ de conscience de l'humain s'en trouvera tellement élargi par rapport à sa vision étriquée d'aujourd'hui, que celui qui voudra prouver que une chose est réelle, y parviendra, alors que l'autre, souhaitant prouver qu'elle ne l'est pas, y parviendra aussi. Sur des bases différentes peut-être, mais la réalité n'est pas quelque chose de figé. La matrice mentale dont on parle dans cette question, elle conditionne la vision de l'univers. Même les scientifiques ont dit l'univers quelque part n'existe pas, c'est une matrice mentale, effectivement. L'univers, on vit dans une matrice mentale, c'est une interprétation. La rotondité de la Terre est une interprétation de la réalité. La platitude de la Terre aussi, c'est une interprétation de la réalité. Il y a suffisamment de gens qui y croient pour permettre que des expériences tendant à prouver que la Terre est plate puissent réussir. Voilà, donc on est dans un champ flottant où la réalité est finalement une réalité transcendante, ne détermine jamais ce qui est vrai, ce qui est faux. La réalité est une question de choix. Ça a été beaucoup dit. Hein. La réalité est davantage une question de choix qu'une question d'évidence. Donc voilà, le problème il est là. Vous voyez, je suis désolée parce que là finalement je vous vous retrouvez avec une réponse qui ne répond pas à votre question, mais c'est la seule qui soit véritablement rationnelle. Et on se retrouve face à une situation où l'être humain va devoir se demander mais qu'est-ce qui est véritablement réel finalement? Et ça va obliger la conscience collective de l'humanité à aller chercher beaucoup plus en amont, à l'intérieur de soi-même, pour comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont à l'extérieur de soi-même. Ouais. Il y a des mondes où la cosmogonie n'a absolument rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait ici, où on peut passer d'une planète à une autre simplement parce qu'on en a envie. Imaginez-vous une chose, là je vous révèle un scoop, hein. C'est absolument indigeste, ingérable pour un esprit rationnel. Donc les esprits rationnels, bouchez-vous les oreilles, c'est pas pour vous. La surface d'une planète est un concept très particulier. C'est une forme de réalité en soi. C'est-à-dire que toutes les planètes ont un sol, évidemment, elles ont une surface, on est bien d'accord. Mais toutes les surfaces de toutes les planètes correspondent à une réalité interpénétrée par des milliards et des milliards de déclinaisons possibles. C'est-à-dire que une planète vue de loin et une planète sur le sol, on se dira, c'est la même chose, mais sauf qu'on est plus près, d'un côté on est plus loin. Eh bien, en fait, pas du tout. C'est une toute autre réalité. Et au lieu de franchir des distances spatiales pour aller d'une planète à une autre, il suffit de passer d'un segment de votre planète au segment de l'autre planète sur le même sol, puisque la surface est unique. C'est une même surface pour tout le monde, pour tous les mondes, mais chacune avec son contexte correspondant à une réalité différente, au milieu de milliards et de milliards de milliards de réalités différentes qui s'interpénètrent dans le cadre d'une réalité unique qui est la surface planétaire. Ce que permettent de faire les portes dimensionnelles, elles créent une distorsion qui vous permet, tout en restant sur la même réalité de surface, de passer de la surface d'une planète à la surface d'une autre.
Je sais pas si je me fais bien comprendre. Pour le coup, c'est vrai que c'est quand même extrêmement complexe. Le mental n'est pas habitué à ce genre de gesticulation. Vous voyez, il y a des secrets beaucoup plus profonds que ce qu'on imagine, en l'occurrence. Donc, non, une planète n'est pas ronde. Alors, il y a un noyau, oui, effectivement. Mais c'est pas parce qu'il y a un noyau qu'elle est forcément ronde non plus. Enfin, ce noyau en fusion est le cœur émissif d'une réalité constituée des âmes naissantes. C'est au sein du cœur en fusion des planètes de tête vie que les âmes naissent. C'est le berceau des âmes. Ça c'est une réalité profonde. Et elle est en lien avec le cœur de l'étoile autour de laquelle la planète qui est dotée de vie tourne. Alors aussi, il tourne, si, elle tourne, mais pas forcément. Vous voyez, il y a des proximités, des distanciations entre réalités. L'humanité se fait une idée de ce qu'est la réalité et brode autour de ces éléments-là, alors que le champ de réalité est infiniment plus vaste. Elle transcende les modèles des schémas mentaux. Évidemment, on est obligé de se référer à un schéma mental. Mais ce schéma mental est toujours déterminé par l'étroitesse de l'esprit qui est capable de le concevoir. Et l'entrée dans le nouveau paradigme va permettre d'élargir considérablement ce champ. Donc, l'appréciation de la réalité. Et ce modèle va pouvoir être infiniment plus vaste et on va pouvoir y caser beaucoup plus de réalité, face auquel l'esprit humain va pouvoir s'adapter, ce qu'il est encore incapable de faire aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment... le mystère va beaucoup plus loin. Eh ben dites donc, ça c'est plus qu'un scoop. Hein. Là, on pourra en faire une conférence de 3 heures, hein, quasi. Honnêtement, je me demande, j'en suis même pas tout à fait certaine, parce que je ne saurais pas comment mieux expliquer ça. En fait, ça fait aborder des jeux de compréhension qui sont difficilement abordables pour les esprits, même les esprits ouverts. Faut vraiment être avoir quelque part, je pense, une prédisposition à comprendre ces choses-là, parce que on a étendu une partie de soi vers un univers inconnu qu'on ne comprend pas, et en recevant des mots qui mettent en scène une possibilité de compréhension, ça crée la résonance, monsieur. C'est vraiment très très complexe. Difficile de faire, on comprend les mots que je dis, évidemment, mais que le mental arrive à créer une formalisation de potentielle réalité autour de ça, je suis pas complètement certaine. Si c'est le cas, tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment très bon signe. Mais si ça l'est pas, ça ne m'étonnerait pas, disons. Non, c'est vraiment très spécial. Je pense qu'avec le temps passant, ça ira beaucoup mieux, évidemment. Là, ce sont vraiment les tout premiers jets de réalité qui transcendent complètement la limite de l'imaginaire humain. Donc, pour finir, ça se fera, mais pour l'instant, c'est difficile quand même. En tout cas, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir des réponses conventionnelles. Hein, ça... Bon, allez, deuxième question de Carmen. Y a-t-il un secret que nos gouvernements nous cachent au sujet de l'Antarctique, pôle sud? Pyramide ou porte des étoiles et cité enfouie sous la glace, vestige alien ou trou qui nous permet de rentrer à l'intérieur de la planète et d'apparaître en un instant au pôle nord? Entrer dans la terre creuse, pourquoi garde-t-on le mystère sur le pôle sud? Qu'y a-t-il là-bas ou en dessous? Désolé, mais ce sont des questions de toute une vie et qui ont beaucoup d'importance. Nous avons peut-être le droit de savoir. Merci, paix et amour infini. Là aussi, hein, on pourrait en dire. Eh bien, face à ce genre de questions, j'ai très envie quand même de renvoyer nos auditeurs à la consultation du site de l'Archimagistère qui répond en partie à ce genre de questions, notamment le pôle sud, là, en l'occurrence, il y a un chapitre qui est consacré. Alors, oui, il y a un secret que les gouvernements cachent, évidemment, si ce n'était qu'un. Hein. Alors, pyramide, oui, évidemment. Il y en a sur toute la planète des pyramides. Hein. Ça, tout le monde a, dans le giron de l'ennemi, essaie de le cacher. Il y en a plein en Chine. Les Chinois ont refusé de l'admettre ou de l'avouer ou de considérer seulement la question. La personne qui a découvert la pyramide en Bosnie a eu des ennuis épouvantables. Je sais pas pourquoi, mais l'ennemi refuse que
hormis pour l'Égypte, où c'est quand même un peu évident, refuse que il soit admis que la Terre soit couverte de pyramides. On pourrait même appeler cette planète la planète pyramide, quoi. Tellement c'est le dénominateur commun. C'est assez étonnant. Alors oui, effectivement, il y a des photos qui existent où on voit apparaître une pyramide au pôle sud, hein, bien sûr. Alors d'autant plus que la pyramide était extrêmement courante dans la civilisation atlante, et que le pôle sud est l'ancien fief de la civilisation atlante. On en a déjà parlé sur les vidéos précédentes. Donc forcément pyramide, oui, hein, obligatoirement. Alors des portes des étoiles, ou en tout cas des portails dimensionnels, oui aussi. On avait fermé tous les portails et on les avait tous gardés. Et on en avait oublié un qui se trouve en l'occurrence en Antarctique. Et on a dû le défendre avec les ongles parce que des choses essayaient d'arriver par là. Des choses assez peu sympathiques. Donc oui, il ne serait-ce qu'une seule et il y en a plus. Mais en surface, il y en a une, effectivement. Et si t'es enfui, toute la civilisation, enfin le fief, la capitale de la civilisation atlante, l'Atlantide, n'était pas un continent. L'Atlantide était le nom de la planète à l'époque. Aujourd'hui, la planète Terre veut pas dire grand-chose, hein, c'est comme la planète Terre, c'est ridicule comme nom à la limite. Donc avant de s'appeler Terre, elle s'appelait Atlantide. Atlantis, on va pas garder le souvenir très précis. Hein. Et avant l'Atlantide, c'était la Lémurie, c'était Mu, l'empire de Mu. La planète s'appelait Mu, la planète Mu. Et avant encore, c'était l'Hyperborée. Bon, ça, ce sont les termes qui nous sont restés et qui sont prononçables avec les langues d'aujourd'hui. Mais bon, disons que c'était peut-être légèrement différent. Enfin, c'était ça, quoi. Donc finalement, l'Atlantide, toute la planète était l'Atlantide. La civilisation atlante était la civilisation planétaire de l'époque. Mais le continent qui comprenait la capitale de l'Atlantide, la capitale mondiale, le continent qui était le fief des Atlantes, était le continent qui est l'Antarctique aujourd'hui. Donc des vestiges de civilisation, oui, ça, il y a des chances qu'on en trouve, hein, effectivement. Alors Alien, il y a des vestiges aliens partout, hein, les gens, des exocivilisations sont tellement, on l'a déjà assez répété, hein, sont tellement allés et venus et repartis, laisser des choses plus ou moins longtemps, que forcément on en trouve absolument partout. Hein. Alors le trou qui permet d'entrer à l'intérieur de la planète et d'apparaître au pôle Nord, non. Mais par contre, il y a une cavité au nord et au sud, qui a été masqué, qui a été protégé par le secret le plus absolu par l'ennemi, et qui représente une entrée possible dans une autre réalité de la même planète Terre. C'est-à-dire, c'est un autre plan physique situé ailleurs qui peut être directement atteint par ces deux points, en l'occurrence. En fait, c'est la réalité que l'on perçoit lorsque on atteint et dépasse la limite de Kármán, c'est-à-dire, je crois que c'est à 100 km d'altitude. À partir du moment où on est légèrement au-dessus de cette limite, on n'aperçoit plus le monde sous le même jour. Les grandes villes éclairées, tout ça disparaissent, il n'y a plus rien. Il y a des reliefs différents de ceux qu'on connaît, des chaînes de montagnes qui n'existent pas quand on est au sol. Pour ça, je dis, la surface d'une planète est une chose, une planète en est une autre. Hein, c'est complètement différent. Enfin, ça, c'est quelque chose qui se constate précisément sur Terre. C'est-à-dire que quelqu'un venant de l'extérieur ne voit pas ce qui se trouve à sa surface, à moins de franchir cette limite. C'était aussi pour essayer de détourner les envahisseurs potentiels venant de l'extérieur. Enfin, vu qu'ils ont emprunté des portes depuis d'autres mondes, n'ont pas eu à traverser cette ligne, etc. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu des lignes de défense qui ont été dressées pour éviter que la planète soit atteinte depuis l'extérieur. Bon, là, finalement, tout le monde a pris les souterrains au lieu d'arriver par la surface. Enfin, bref, je ne m'étends pas là-dessus, parce que ça va vraiment nous amener trop loin, hors sujet, et nous prendre trop de temps.
Enfin, disons que cette autre version de la même planète, avec bon, les continents sont les mêmes, enfin les reliefs sont différents. Les populations sont très faibles, très faibles. Ce sont pas mal d'exo-civilisations qui ne supportent pas la réalité de ce monde, qui ne sont pas compatibles avec cette réalité, qui ont été placées dans cette autre version de la même planète par l'ennemi, de manière à les avoir sous la main, en leur proposant une vie alternative sur ce monde, mais sans se mélanger à l'humanité, parce qu'ils ne sont pas miscibles, ce qui peut arriver. Donc ces deux orifices, pôle Nord, pôle Sud, donnent un accès à ça. C'est pour ça que c'est si bien gardé d'ailleurs. Alors la Terre creuse, ça aussi. À partir de la surface, la Terre n'est pas creuse, il n'y a pas de civilisation à l'intérieur. Mais il y a des accès qui donnent à d'autres dimensions physiques internes à la planète et qui, effectivement, abritent des civilisations qui s'y sont enfouies. C'est-à-dire que si vous creusez le sol, vous ne les trouverez pas. Mais si vous prenez certains passages, vous pourrez tomber dessus. Vous voyez, encore une fois, la diversité de réalités qui s'interpénètrent, qui se côtoient, c'est assez remarquable. Là, on est vraiment dans une alternative de perception de réalité complètement multidimensionnelle, contrairement à ce qui est officiellement enseigné, bien sûr. Donc, il y a de quoi, pour l'ennemi, garder des mystères, parce que de toute façon, le credo de l'ennemi, le diktat de l'ennemi, c'est les gens doivent croire en ce qu'on leur demande de croire et en rien d'autre. Ils ont la version la plus basique de ce qu'est un monde, la version la plus basique qui soit, et on ne peut absolument pas espérer avoir des informations fiables sur autre chose que la vérité qui est imposée par l'ennemi en termes de réalité de ce monde, alors que sa réalité est infiniment plus vaste comme on peut s'imaginer. Voilà, donc c'est quand même effectivement il y aurait moyen de développer le sujet là pendant des heures pour le coup. Donc mais grosso modo, vous avez les premiers éléments de base. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient approfondir peut-être les sujets éventuellement, pour éviter d'y revenir ici, c'est vrai qu'il y a quand même un certain délai entre le moment où on poste la réponse et le moment où elle est diffusée au public dans une vidéo podcast. Disons, c'est quand même assez long. Le délai est quand même relativement important. Donc, si vous voulez des précisions éventuellement, eh bien, inscrivez-vous sur notre forum et posez vos questions, il vous sera répondu en quelques heures. Donc ça peut être une alternative intéressante à ces vidéos en tout cas. En moins le côté plus vivant, parce que c'est pas de l'écrit, c'est de l'audio. Enfin, faites comme vous voulez, c'est une proposition honnête, parce qu'on n'a rien à y gagner, mais c'est vrai que vous pouvez y trouver quand même des compléments d'information intéressants sur ce forum. Eh bien, merci Eliana pour ces précisions, effectivement, et puis cette invitation. C'est vrai que le forum est là pour discuter avec Dedwisch. Bon, c'est pas vous qui vous occupez de son administration, c'est quelqu'un d'autre, un autre groupe, mais effectivement, c'est quand même un endroit où on peut approfondir des sujets, éventuellement développés ici, ou en aborder éventuellement sur le forum et dont on peut avoir un complément de votre part ici. Donc voilà, pourquoi pas, mais c'est bien d'avoir mentionné le fait. Alors je cite dans la case de suggestion remarque du formulaire un ajout de Carmen, qui dit ceci: « Merci pour votre présence à nos côtés. Souvent dans ma vie, j'ai crié au secours au fond de moi pour que des extraterriens viennent à notre secours, car sans aide de l'extérieur, je pensais ce monde perdu. » Là, en l'occurrence, vous aviez visé juste. Gratitude infinie, je ne pensais pas vivre un pareil miracle. Soyez bénis. Eh bien voilà, bénédiction pour vous, Ilialana, et à travers vous, la Prakandaselamuka. Merci beaucoup à vous pour votre confiance, Carmen. Merci. Et recevez en retour nos plus profondes bénédictions. Sincèrement. Eh ben voilà, bénédiction pour tout le monde, c'est gratuit. Allez, on passe à l'intervenant suivant, donc la troisième et dernière, et donc dernière question également. Bonsoir Eliana et vous. Pouvez-vous m'éclairer sur l'absolu? Qu'est-il?
Oh là Merci là. d'avance pour votre réponse. Heureuse de savoir que des êtres purs comme vous existent. Au plaisir de rencontrer votre communauté un jour. Eh ben alors là, Est-ce que vous savez qu'il est impossible de répondre à cette question? Il est impossible de définir mentalement l'absolu qui échappe à toute référence mentale. On ne peut poser qu'une question, on ne peut poser une question que si elle est mentale. On ne peut comprendre la réponse que si la réponse est mentale. Et l'absolu est tout sauf mental. Là, on se trouve face à un vrai dilemme pour le coup. Je sais pas quoi répondre là. C'est vraiment la grosse colle quand même. évidemment, définir l'absolu, ce n'est pas possible, mais on peut en parler de manière à créer une possible appréciation du phénomène. Comme vous dites toujours, ce n'est pas un vieux barbu sur son nuage avec des super pouvoirs, hein, vous l'avez souvent dit. Alors, si c'est pas ça, ce serait quoi plutôt? Allez, essayez. Ah, essayez. Oh là là. Bon. Alors, ouais, bon. Dans un premier temps, j'aimerais, parce que chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, je souligne cet élément. L'ennemi a fait passer l'absolu pour un dieu. Or, un dieu et l'absolu sont deux choses complètement différentes. Un dieu unique en l'occurrence. Hein, parce que bon, le monothéisme a forcément succédé au polythéisme, ce qui était quelque part une bonne idée, mais pas tant que ça. Enfin, là aussi, je vais pas rentrer dans les détails, hein, parce que, oh là là, on n'aurait pas fini. Mais ce n'est pas... je me souviens d'échanges qui ont eu lieu avec le Hiérarque il y a longtemps, où les gens lui disaient oh, c'est bien ce que vous écrivez, tout ça, mais bon, moi je crois pas du tout en Dieu, hein, donc alors, bof. Et le Hiérarque leur répondait, mais vous avez absolument raison, effectivement. Alors là, les gens étaient consternés, comment ça, vous arrêtez pas de parler de ci, de ça, de mystique, machin, vous dites que Dieu n'existe pas. Et il leur répondait, mais le Dieu en lequel vous ne croyez pas, il n'existe pas, effectivement. Et ça, c'est valable pour toutes les religions qui ont réinterprété un message qui était complètement différent à la base de ce qu'on en a fait, parce que l'ennemi a toujours recanalisé dans l'esprit des gens l'idée de l'absolu comme étant un dieu unique ou un dieu, voilà. Et on taillait le dieu en fonction de l'image qu'on s'en faisait, formellement ou de manière informelle, peu importe, en fonction du dogme qu'on instaurait par rapport au message qui a été communiqué par la dernière incarnation en date de l'absolu. Il y en a eu quand même pas mal. Et tout ont donné naissance à des religions qui finalement s'opposent et se tapent dessus, histoire de bien d'alimenter un climat de division pour éviter que, en leur sein, l'absolu puisse se manifester, comme on le disait dans la vidéo précédente, je crois, que le dénominateur commun avec tout ce qui est propre à l'absolu, c'est l'unité. Donc forcément, les religions sont là pour s'entre-déchirer. Obligatoirement, c'est le meilleur moyen, alors qu'elle parle de Dieu à l'année, de faire en sorte que l'absolu ne se manifeste pas. En elle, en tout cas. Ou qu'elle rejette les idées propres à l'absolu et propres à l'unité. Hein. On a bien entendu, l'unité, c'est typiquement luciférien, c'est le signe que c'est une activité luciférienne complètement débile. Mais ça, ce sont des arguments que les gens écoutent, hein. Parce que, bon, l'ennemi le raconte, alors c'est forcément vrai, quoi, quelque part. Alors évidemment, c'est pas estampillé ennemi, hein, ce sont de grands sages, à l'écoute des grands maîtres ascensionnés, ou des n'importe quoi. Mais ce sont des messages qui s'infiltrent dans la conscience des gens. Les gens continuent à y croire. Ils veulent se dégager des religions officielles qui finalement leur apportent rien, ils s'enferment dans des fables innommables,
Il y a assez de fables pour tout le monde de toute manière. Ça, chacun est dans son truc et personne ne fait l'unité autour d'une réalité plus vaste, beaucoup plus vibrante, beaucoup plus en termes d'existence, beaucoup plus puissante en termes d'incidence. Donc l'absolu, qu'est-ce que l'absolu? L'absolu est la conscience universelle du tout. C'est l'unité, donc tout est un. Tout est un. Avec des formes et des disparités à l'infini. Mais tout est un. Et ce un-là a une conscience. C'est la conscience de l'absolu. Je résume énormément, mais le principe est là. Alors, l'absolu est un, mais les aspects de l'absolu se comptent par milliards de milliards, ça se compte même pas tellement il y en a. Mais ce ne sont pas des dieux, ce sont des aspects de l'absolu, des déclinaisons de cette conscience du un qui fonctionnent en parfaite cohésion avec les autres aspects du un. Tout ça ne formant que un, ce sont des subdivisions du un. Le tout forme ce un. Ce un a une conscience suprême. Et chaque aspect de cette conscience suprême forme un sous-ensemble unifié du sommet de ce phénomène. Disons que on peut dire que l'absolu est une dynamique consciente, ou une conscience dynamique, ça va dans les deux sens. Cette conscience est extraordinairement pure, extraordinairement pure. Ce n'est pas quelque chose qui se dissocie de ce qui n'est pas l'absolu. Il y a quelque chose de relativement nébuleux qui constitue cette conscience d'absolu. Cette conscience est reliée à un élément qui représente une source et qui le définit dans sa nature d'absolu. Toutes les consciences propres à l'absolu, qu'elles soient conscientes d'être l'absolu, qu'elles ne soient pas conscientes d'être l'absolu, comme l'être humain lambda par exemple, qu'elles ne soient pas pures, parce qu'il y a énormément d'autres consciences éphémères, propres à une incarnation par exemple, des mémoires, choses comme ça, interfèrent avec cette conscience pure. Si on est pur, ça, on se retrouve encore une fois dans cette émanation d'absolu. Donc finalement, l'absolu est un degré de pureté qui s'accroît en permanence. C'est ce qui rend la chose dynamique. En fait, la conscience la plus pure au sein de cet absolu ouvre la voie vers le champ de nouvelles réalités, de nouvelles déclinaisons de l'existence, et draine derrière elle toutes les consciences qui font partie d'elle, mais qui sont peut-être moins pures en l'occurrence, c'est-à-dire qui sont parasitées par des éléments auxquels ces consciences s'identifient à tort et auxquels il revient de prendre conscience qu'il s'agit d'éléments perturbateurs dont il faut se défaire et qui sont généralement acceptés parce que on a l'impression qu'il s'agit d'éléments identitaires qui définissent les individus, alors que finalement, ce ne sont que des éléments parasitaires. Donc quand on s'est débarrassé de ça, on acquiert un plus haut degré de vibration, ce qu'on appelle cette notion de pureté, là, avec moins d'éléments c'est comme en alchimie, hein, quand on fond un métal, la personne et l'alchimiste n'est pas clair en lui et qui fait cette opération alchimique, la fusion de ces métaux, il y a toujours du déchet à la surface, il pourra en enlever éternellement. Alors que s'il est parfaitement clair, s'il est même réalisé spirituellement, il ne trouvera plus de déchets dans son creuset. C'est étonnant, mais la matière suit l'esprit de celui qui la manipule. C'est le fondement même de l'alchimie. C'est pour ça que le top, normalement, aujourd'hui, de l'humanité, qui emboîte le pas aux plus récentes innovations de l'absolu, ce sont les archi-alchimistes, les archi-alchimistes.
Ce sont eux qui sont à la base du travail d'épuration de la conscience humaine, de la conscience, le phénomène de la conscience. C'est ce qui prend le pas aujourd'hui. Et donc, l'absolu est ce qui transcende toutes les mythes et qui va au-delà de toutes les mythes. L'absolu d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'absolu d'un 1000 ans. Il aura évolué, il aura pris une amplitude plus vaste. Et toutes les populations spirituelles, toutes les populations de conscience, de la création entière, suivent ce mouvement. Celui qui s'en affranchit, qui recule, ne peut pas survivre en dehors de cette dynamique, ou alors doit se connecter à autre chose que cette source dont il a souhaité se couper, ou dont il s'est coupé par l'effet de son choix. Donc là, on intègre le problème du mal quelque part. Vous voyez, c'est extrêmement complexe. Mais je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que l'absolu est cette conscience, cette bienveillante conscience du tout, qui n'a de cesse que de déployer tous les efforts imaginables pour faire en sorte que toutes les consciences qui font partie de lui, mais qui n'en ont pas conscience, en prennent conscience et deviennent lui. Et cela dans un mouvement perpétuel, la dynamique évolutive. C'est pour ça se figer sur un livre, qu'il s'agisse de la Bible, du Coran, qu'il s'agisse de la Torah, qu'il s'agisse de la Bhagavad Gita, qu'il s'agisse de n'importe quel livre qui contient des horreurs parmi ses plus beaux textes. Bon, il y a des choses très belles, mais il y a des horreurs dont on ne parle pas, des appels au massacre, il y en a dans tous les livres, soi-disant ça. Mais au-delà de la grandeur d'un livre, soit-il un livre archi-magistral, le code de la noblesse orthodoxe, par exemple. Ce code ne vaut que maintenant. Dans 1000 ans, ce sera de la rigolade, ce sera acheté au feu. Parce que ça aura évolué, évidemment. Donc, un livre, c'est figé. Un livre doit évoluer. Si on se fixe, on s'axe autour de quelque chose d'aussi figé qu'un livre qui n'évolue pas, on finit par se déconnecter de la source, de la dynamique universelle que représente l'absolu. Voilà, la perfection, c'est ça, c'est cette dynamique. Il n'y a pas un aboutissement. Au-delà de cet aboutissement, il y a quoi? Il y a rien. Il y a toujours quelque chose au-delà. Sinon c'est fini, et puis ça meurt. Donc la perfection n'est pas un état, c'est une dynamique. Donc, voilà. Être parfait, ce n'est pas obtenir un résultat parfait. C'est enclencher une dynamique dans laquelle les choses glissent et sont parfaites. Parfaites parce que, justement, ces arguments de perfection sont connectés à cette dynamique propre à l'absolu. Raison pour laquelle on dit que, entre guillemets, Dieu est parfait. Pas parce qu'il a atteint un état qui est le sien, ou qui est indéfinissable, ou inatteignable, ou peu importe, mais parce qu'il est lui-même dynamique. L'évolution, ça évolue, sinon c'est pas l'évolution. Voyez? Enfin bon, bref. Je m'égare un peu. Mais c'est vraiment, c'est atrocement difficile à définir. En fait, c'est impossible à définir. On est obligé de prendre des détours et des contournements pour essayer d'apporter un élément de réponse. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre ces arguments et de les méditer. Prendre ça pour base et appeler à vous une connaissance qui viendra à vous de l'intérieur de vous-même et non pas extérieurement à vous comme je peux le faire ici. Vous aurez des éléments, vous aurez une vision plus vaste. Peut-être pas facile à expliquer, même à mentaliser pour vous-même, mais vous le ressentirez. De toute façon, l'absolu échappe au mental. Là où il y a le mental, l'absolu est absent. Là où l'absolu est présent, le mental n'y est pas. À un moment donné, il faut savoir faire le choix entre l'un et l'autre, obligatoirement. Voilà pour ma petite contribution. Bah écoutez, c'est franchement pas mal, hein. Donc cette question de Vicky était certainement la plus difficile qui vous ait jamais été posée, parce que effectivement la réponse n'existe pas en tant que telle, hein. On peut approcher, mais c'est vrai que c'est...
Alors, je manque peut-être un peu de recul. Je ne saurais dire si votre réponse est bonne ou pas. On va laisser à nos amis la liberté de pouvoir s'exprimer à ce sujet. Donc, si vous avez une idée à ce sujet, savoir si la réponse d'Eliana est bonne potentiellement ou pas, enfin si elle vous convient, mettez-le en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà les amis, eh bien c'est déjà terminé pour cette 27e entrevue avec une Viche. Merci Eliana pour l'exercice sportif de cette dernière question. Vous êtes quand même pas mal débrouillés comme d'habitude. Eh bien, merci pour votre indulgence à tous, merci pour votre indulgence à vous. Et puis, voilà, en espérant vous convenir, hein. Je fais de mon mieux encore une fois. Je peux pas faire plus, mais ça, je le fais à fond par contre. Ouais, ça, je donne le change. Je ne pense pas que quiconque vous en demande davantage, Eliana. Merci beaucoup à vous, merci pour votre présence, pour votre ponctualité, pour votre esprit d'à propos. Merci à ceux qui nous écoutent et qui apprécient ce que nous faisons. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ces vidéos podcasts. Afin d'en faire profiter autrui éventuellement et de faire monter le score chez YouTube de la chaîne d'Alpracon Semoka. Si vous avez des questions, des remarques, des témoignages et des choses à demander à Alpracon Semoka, bien n'hésitez pas. Contactez Ilialana à l'adresse habituelle amgt.link/questionoudvish afin de nous transmettre ce que vous avez à nous dire ou à nous demander. Et nous ferons un plaisir de diffuser ça dans une vidéo podcast ultérieure. Donc, comme je le disais, les commentaires sont ouverts. N'hésitez pas à vous y exprimer. Ils sont modérés, mais ouverts. Voilà. Merci à chacun de vous pour votre fidélité. Merci Eliana. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à tous ceux qui font que cette aventure peut effectivement continuer. Et en effet, je me ferai un plaisir d'être présente au rendez-vous comme d'habitude la prochaine fois pour de nouvelles questions. Voilà. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Merci tout plein Eliana, merci à vous tous et à la semaine prochaine.